Au mariage de ma sœur, mon nom manquait. Ma mère a ricané, pas d'étranger ici. J'ai souri, alors je vivrai comme tel et suis parti. Mais en pleine cérémonie, son téléphone a sonné sans fin. Elle allait regretter. Je m'appelle Marion Lefebvre. J'ai 32 ans. À la réception de mariage de ma sœur, Chloé, j'ai donné mon nom au personnel, mais ils m'ont seulement regardé d'un air perplexe. Désolé, a dit la femme, votre nom n'est pas sur la liste. Choqué, j'ai retrouvé ma mère, Denise. Elle a eu un sourire narquois. Tu pensais vraiment que tu étais invité? Les étrangers ne sont pas autorisés. J'ai souri calmement. Alors, je vivrai comme une étrangère. Et je suis parti. Mais pendant la cérémonie, le téléphone de ma mère a commencé à sonner sans arrêt. La salle de bal du Four Seasons Georges V à Paris était d'une opulence agressive. Cela ressemblait moins à un mariage qu'à une OPA d'entreprise célébrant son propre succès. D'imposants centres de table composés d'orchidées blanches et de cristaux dégoulinés sur des tables couvertes de nappes dorées scintillantes. C'était le monde de ma sœur Chloé désormais, entièrement financé par son nouveau fiancé, Antoine de Courcy. C'était le monde dans lequel ma mère, Denise, s'était désespérément frayé un chemin pendant des décennies. Je me tenais à l'entrée, sentant cette oppression familière dans ma poitrine. Ma simple et élégante robe en soie bleu marine, que j'avais achetée dans une petite boutique, ressemblait à un uniforme de bibliothécaire dans cet océan de paillettes et de marques de créateurs. C'était l'uniforme de l'élite parisienne, un monde d'apparence et de statut, un monde que j'avais activement évité depuis que j'avais quitté la maison pour construire ma propre vie. J'avais choisi une voie différente, plus discrète, en travaillant comme experte comptable pour l'État. Aux yeux de ma famille, cela faisait de moi une personne ennuyeuse, une ratée. J'ai aperçu ma tante Viviane de l'autre côté de la salle. Elle m'a vu. Ses yeux se sont agrandis une fraction de seconde, puis elle m'a adressé un sourire pincé et désapprobateur avant de me tourner délibérément le dos. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'étais là que pour montrer que je faisais un effort, pour prouver que je n'étais pas la personne difficile qu'ils prétendaient tous que j'étais. Je me suis approché de la grande table d'accueil, un bloc massif d'acajou poli où 2 membres du personnel géraient la liste des invités sur des iPads lumineux. Une jeune femme a levé les yeux, son sourire éclatant et implacablement professionnel. Bienvenue au mariage de Courcy Lefebvre. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Marion Lefebvre, ai-je dit. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Ses doigts ont tapoté l'écran. Elle a froncé les sourcils en faisant défiler la liste. Je suis désolé, madame. Quel était le nom de famille déjà? Mon estomac s'est noué. Lefebvre. LEFE accent grave VRE. Marion Lefebvre. Je suis la sœur de la mariée. Le calme professionnel de l'employé s'est brisé. Elle avait l'air véritablement paniquée. C'était clairement une situation que sa formation n'avait pas couverte. Un instant, madame. Elle a chuchoté de manière urgente à l'autre employé, qui m'a jeté un regard rapide et horrifié avant de disparaître dans la salle de bal. Je suis resté là, seul. La file derrière moi s'allongeait. Je pouvais sentir les yeux des autres invités, les chuchotements qui commençaient comme des serpents dans l'herbe. Tu y crois? C'est l'autre fille de Denise, la comptable. Quelle honte. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter les mots. Désolé, pas sur la liste. C'était comme une gifle physique, la chaleur irradiant sur mes joues. C'est impossible, ai-je balbutié. Ma voix semblait faible, fluette. Le sourire professionnel sur le visage de l'employé n'a pas faibli, mais ses yeux étaient froids, indifférents. Pourriez-vous vérifier à nouveau? Peut-être sous mademoiselle Lefebvre. Je suis Marion Lefebvre. Je suis la sœur de Chloé. J'ai insisté sur le mot sœur. C'était sûrement le mot de passe magique. Ce n'était sûrement qu'une erreur administrative, un simple oubli. L'employé a tapé de nouveau, délibérément lentement cette fois, comme si elle avait affaire à un enfant difficile qui ne comprenait pas des instructions simples. Elle a secoué la tête. Non, madame. Il n'y a aucune Marion Lefebvre sur la liste principale des invités, la liste de la famille, ou la liste des fournisseurs. La file derrière moi devenait audible. Les chuchotements ont commencé. J'ai vu l'employé taper discrètement sur son oreillette. Un instant plus tard, un homme grand dans un smoking parfaitement taillé, Monsieur Dubois, le directeur des événements de l'hôtel,
s'est approché. Il avait ce genre d'autorité polie qui vous faisait vous sentir insignifiant par simple proximité. Y a-t-il un problème, madame? Sa voix était douce, mais ses yeux étaient vifs. L'employé a rapidement expliqué la situation. Cette femme prétend être la sœur de la mariée, mais son nom ne figure sur aucune liste. Monsieur Dubois a tourné toute son attention vers moi. Votre nom à nouveau? Marion Lefebvre. Je suis la sœur de la mariée. C'est juste un malentendu. Il a regardé sa propre tablette, faisant défiler une fois. Il n'a même pas fait semblant de chercher attentivement. Je crains que mon personnel ait raison. Votre nom n'est pas ici. Nous avons des protocoles de sécurité stricts pour cet événement. Si vous n'êtes pas sur la liste, je ne peux pas vous autoriser à entrer. La finalité de sa voix m'a coupé le souffle. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Les chuchotements de la file se sont faits plus forts. J'ai reconnu les voix. Mes cousines, mes tantes. Oh, regarde. C'est Marion. Qu'est-ce qu'elle porte? Elle vient directement de la bibliothèque? Denise doit faire une crise cardiaque. De toutes les soirées, il a fallu que Marion fasse un de ses coups. J'ai entendu le murmure sec et tranchant de tante Viviane à mon oncle Gérard. J'avais dit à Denise que ça arriverait. On ne peut pas s'attendre à ce que la fille étrange sache comment se comporter à un événement comme celui-ci. Elle n'a aucune conscience sociale. Le cousin de mon père a ajouté, elle est exactement comme à la fête de Noël. Toujours mal à l'aise. Toujours dans un coin. Honnêtement, c'est embarrassant. Embarrassant. C'était le mot. Ma présence était un embarras. Mon existence était un inconvénient. Je dois parler à ma mère, ai-je dit à monsieur Dubois, le visage brûlant mais la voix durcie. Je veux que vous appeliez Denise Lefebvre ou Chloé Lefebvre maintenant. Monsieur Dubois a semblé sur le point de refuser. Mais la perspective d'une scène dans son hall immaculé l'a fait reconsidérer. Un instant. Il a parlé dans sa radio. Nous avons besoin de la mère de la mariée à la table d'accueil immédiatement. Un instant plus tard, ma mère Denise a fait une entrée remarquée dans le hall. Elle ne portait pas seulement une robe. Elle portait une déclaration. C'était une robe de soirée sur mesure, longue jusqu'au sol, d'un vert émeraude profond qui scintillait sous les lustres en cristal. Des diamants dégoulinaient de ses oreilles et de son cou. Elle était incroyable et elle le savait. Mais son visage en me voyant était un masque de pure contrariété froide. Franchement, a-t-elle lancé, non pas à moi, mais à monsieur Dubois. Vous ne pouvez pas gérer un problème mineur sans me faire venir ici? Je suis la mère de la mariée. Madame Lefebvre, a dit le directeur doucement. Cette femme déclare être votre fille, mais elle n'est pas sur la liste des invités. Ma mère a enfin tourné son regard vers moi. J'ai eu l'impression d'être évalué par un contrôleur fiscal. Oh, Marion, a-t-elle soupiré, le son exaspéré, comme si je venais de renverser du jus sur son tapis blanc. Je pensais vraiment que tu étais assez intelligente pour comprendre la situation. Mon sang s'est glacé. Comprendre quoi? Maman, je ne suis pas sur la liste. Dis-lui juste que c'est une erreur pour que je puisse entrer. Elle a laissé échapper un rire court et sec. Ce n'était pas un son d'humour. C'était un son d'incrédulité. Une erreur? Marion, ma chérie, il n'y a pas d'erreur. Tu pensais vraiment que tu étais invitée? J'ai physiquement reculé. Les invités encore dans la file derrière moi se sont tus, tous écoutant maintenant ouvertement. Je suis ta fille. Je suis la sœur de Chloé. Et ça, a dit ma mère, s'approchant et baissant la voix pour un murmure vicieux, c'est précisément le problème. Antoine et sa famille sont des gens importants. Son père est sénateur. Son oncle dirige un fonds spéculatif. C'est un événement de premier plan, Marion. C'est l'avenir de Chloé. Elle a fait une pause, ses yeux balayant ma simple robe bleu marine, mon maquillage minimaliste, mon attitude discrète. J'ai vu sa désapprobation fulgurante, vive et familière. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre que ta maladresse gâche la soirée. Nous ne pouvons pas t'avoir caché dans un coin l'air misérable ou, pire, essayant de parler à des gens que tu ne connais pas. Le mot maladresse m'a frappé comme un coup physique. Soudain, j'avais de nouveau 16 ans, à la fête d'anniversaire de mariage de mes parents. J'avais été si nerveuse en essayant d'aider, et j'avais trébuché, faisant s'écraser un plateau de coupe de champagne sur le sol.
Je me suis souvenu du visage de ma mère, tordu de rage, me sifflant dans la cuisine, tu es un passif social maladroit. Tu viens de me mettre dans l'embarras devant tout le monde qui compte. Et la voilà à nouveau, 20 ans plus tard, disant la même chose. Je n'étais pas sa fille. J'étais un passif. Juste à ce moment-là, les portes principales de l'espace de pré-réception se sont ouvertes et ma sœur Chloé est apparue, suivie de son fiancé, Antoine de Courcy. Chloé était à couper le souffle. Sa robe était un nuage de dentelle importée et de satin dont on disait qu'elle coûtait plus de 30 000 €. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure complexe entrelacée de minuscules diamants. Elle était rayonnante, la mariée parfaite, le centre absolu de son propre univers. Elle a vu la scène dans le hall. Moi, notre mère, le directeur de l'événement, l'employé, la file d'invités qui nous regardait, et son sourire radieux a vacillé une seule seconde avant de se transformer en un masque d'inquiétude exagérée. « Oh mon Dieu, Marion !» s'est-elle exclamée en se précipitant, sa robe massive bruissant. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu encore ici ?» Avant que je puisse répondre, ma mère a parlé. « Chloé, ma chérie, je m'en occupe. Ta sœur semble penser qu'elle était invitée ce soir. » Chloé s'est arrêtée, sa main volant à sa bouche dans un geste parfait de surprise. « Oh, Marion, non. Tu n'as pas reçu mon email ? » Je l'ai regardé, l'esprit engourdi. « Quel email ? » Je n'ai reçu aucun email, Chloé. « Oh, je le savais », a-t-elle dit en se tournant vers notre mère avec un regard frustré. Son adresse email est probablement encore son ancienne de l'université. Je t'avais dit que j'aurais dû appeler. Elle s'est retournée vers moi, sa voix dégoulinant d'une douceur apitoyée. Marion, je t'ai envoyé un email il y a des semaines. J'ai tout expliqué. Je t'ai dit qu'avec la famille d'Antoine et tous les sénateurs et partenaires commerciaux qui venaient, ce serait un événement social incroyablement stressant. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu te sentes dépassé ou mal à l'aise. Tu sais comment tu es dans les grandes foules, tu te renfermes. J'essayais de te protéger de ça. C'était le mensonge le plus brillant et le plus cruel que j'ai jamais entendu. Elle avait pris mon anxiété sociale, une vulnérabilité qu'elle et ma mère avaient entretenue toute ma vie, et l'avait transformée en une arme. Elle ne m'avait pas seulement exclu. Elle avait recadré sa cruauté comme un acte de gentillesse. Je n'ai pas reçu de mail, ai-je répété, ma voix plate. Je vérifie mes emails toutes les heures, Chloé. Tu n'en as jamais envoyé. Tu ne m'as juste pas invité. Marion, ne sois pas difficile, a soupiré Chloé, abandonnant un instant la douce façade. Pourquoi mentirais-je? J'essaie juste de ménager tes sentiments. Je savais que tu n'apprécierais pas ça. Ce n'est pas ton genre de scène. J'allais organiser un dîner tranquille séparé pour toi plus tard. Juste la famille. Juste la famille, ai-je fait écho. Mais je ne suis pas sur la liste de la famille. C'est alors qu'il s'est avancé. Antoine de Courcy, le fiancé de ma sœur. Il était grand, impeccablement vêtu d'un smoking sur mesure, avec ce genre de sourire confiant et facile qui charmait tout le monde. Il était beau, blanc, et rayonnait du privilège sans effort de la vieille fortune. Il a posé une main propriétaire sur le bras de Chloé, la faisant taire. « Écoute, Marion », a-t-il dit, sa voix douce et condescendante, comme s'il expliquait une transaction financière complexe à quelqu'un qu'il savait incapable de comprendre. Soyons pragmatiques. Ce n'est pas juste un mariage. C'est un événement de réseautage. C'est une fusion de deux familles très importantes. Il a fait un geste vague vers le hall opulent, vers les invités qui continuaient d'affluer. Chloé est soumise à une pression immense. Sa mère l'est. Je le suis. La dernière chose dont elle a besoin ce soir, c'est le stress supplémentaire de devoir surveiller sa sœur aînée. Surveiller. Le mot est resté en suspens dans l'air, chargé d'insultes. Il ne me connaissait même pas. Il m'avait rencontré 2 fois, les 2 fois lors de dîners de famille bondés où j'avais été polie et discrète. Et maintenant, cet étranger m'interdisait l'accès au mariage de ma propre sœur, me dépeignant comme un fardeau. Avant même que je puisse trouver les mots pour lui répondre, ma mère s'est de nouveau avancée, posant sa main sur le bras d'Antoine comme pour dire « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je m'en occupe. » Elle m'a regardé, son visage dénué de toute chaleur, de toute douceur maternelle. Son expression était dure. Finale. Soyons parfaitement clairs, a dit Denise, sa voix basse et tranchante.
pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Elle s'est penchée, son parfum coûteux m'étouffant. Les étrangers ne sont pas autorisés à cet événement, Marion. Et tu t'es faite étrangère à cette famille depuis très longtemps. Tu as choisi ton petit travail tranquille au gouvernement. Tu as choisi d'être différente. Tu as choisi d'être moi. Maintenant, va-t'en, a-t-elle ordonné, sa voix tombant à un sifflement. Rentre chez toi. Ne fais pas de scène. Ne mets pas Chloé dans l'embarras. Ne me mets pas davantage dans l'embarras. Et c'était tout. Le coup de grâce. Je n'étais pas seulement non invité. J'étais une étrangère, un embarras, un passif à écarter. L'humiliation était si complète, si profonde qu'elle dépassait les larmes. C'était un choc froid, vif et clarifiant. Je les ai regardés tous les trois, là, ma mère, ma sœur, et cet homme qui était maintenant plus de la famille que moi. Ils formaient un front uni parfait, et j'étais dehors. Étranger, le mot résonnait dans le hall opulent. Ma propre mère m'avait appelé une étrangère. Je les regardais, cette femme qui m'avait préparé mes déjeuners et lu des histoires pour m'endormir, me regardant maintenant avec le même dédain froid qu'elle réservait au personnel de maison incompétent. Et à cette seconde, tout a pris sens. Un kaléidoscope de souvenirs, de petites coupures que j'avais ignorées pendant des décennies, a traversé mon esprit. J'avais 12 ans. C'était le dîner de Noël en famille. On m'avait mise à la table des enfants, ce qui était bien. Mais ensuite, mes cousins de 14 ans ont été déplacés à la table principale, et je me suis retrouvé assis entre mes cousins de 8 et 6 ans, écoutant ma mère dire à la tablée, « Oh, Marion préfère être là. » Elle est tellement timide. Je n'étais pas timide. J'étais juste invisible. J'avais 15 ans. Ma mère avait oublié mon anniversaire. Pas seulement la date, mais l'événement entier. Nous avons eu un dîner tranquille de reste. 2 semaines plus tard, elle a organisé une fête extravagante pour précélébrer les 16 ans de Chloé, qui n'en avait que 14 à l'époque, avec un DJ et une robe de créateur sur mesure, juste pour commencer à planifier, avait-elle dit. J'avais 9 ans. Je me souviens d'avoir attendu sur le trottoir après mon récital de chorale. Tous les autres parents étaient venus et repartis. Le soleil s'était couché. Le concierge fermait les grilles de l'école quand ma mère est enfin arrivée. Pas avec des excuses, mais avec un soupir exaspéré. Marion, j'ai dû emmener Chloé à son essayage de ballet. Tu dois vraiment apprendre à me rappeler ces choses. Un par un, les souvenirs se sont accumulés. Des décennies à être la pensée après coup, l'inconvénient silencieux, la fille qui n'était tout simplement pas tout à fait à la hauteur. Pas aussi jolie que Chloé, pas aussi charmante que Chloé, pas aussi socialement précieuse que Chloé. Et là, debout dans ce hall, la profonde blessure de toute une vie n'a pas simplement disparu. Elle a fait autre chose. Elle s'est cristallisée. Elle s'est durcie. La honte brûlante sur mes joues s'est refroidie. Et un calme étrange, terrifiant, s'est installé en moi. Ils ne m'excluaient pas seulement d'un mariage. Ils énonçaient simplement un fait qui avait été vrai toute ma vie. J'étais une étrangère. Les larmes que je pensais voir venir ne sont jamais arrivées. Les tremblements se sont arrêtés. J'ai relevé le menton et j'ai regardé directement dans les yeux de ma mère. La fausse pitié dans son expression a vacillé, remplacée par de la confusion face à mon immobilité soudaine. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Il était petit, vif et froid. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix claire et stable, tranchant dans le bourdonnement silencieux du hall. Je suis une étrangère. Le visage de Denise s'est crispé. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. Elle s'attendait à des larmes. Elle s'attendait à des supplications. Elle s'attendait à une scène. Je ne lui ai rien donné de tout ça. J'ai simplement soutenu son regard et ajouté, alors, je vivrai comme une étrangère. J'ai tourné le dos droit, et je me suis éloigné d'eux. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas prêté attention au directeur de l'hôtel qui dirigeait maintenant discrètement les autres invités dans la salle de bal, essayant d'apaiser la scène. J'ai simplement marché vers les ascenseurs principaux des clients, mes talons claquant régulièrement sur le sol en marbre. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Chloé, non plus douce ou apitoyée, mais vive et paniquée. Marion, n'ose pas, a-t-elle crié. J'ai continué à marcher. Marion, reviens ici. Si tu fais une scène, si tu gâches ça pour moi, je te le jure.
J'ai atteint la batterie d'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton de montée. N'appelle pas grand-mère. La voix de Chloé se rapprochait. Désespérée maintenant. N'ose pas appeler tante Viviane ou oncle Gérard et leur raconter une histoire larmoyante. Tu m'entends? Ne gâche pas ça. N'ose pas me faire passer pour la méchante. Ces paroles étaient une dernière confession involontaire. Elle ne s'inquiétait pas de mes sentiments. Elle ne s'inquiétait pas que je sois seul ou blessé. Elle était terrifiée que je rapporte ses actions, que je ternisse l'image parfaite qu'elle présentait à sa nouvelle famille riche. Elle avait peur que j'aie le moindre pouvoir. L'ascenseur a sonné et les portes en laiton poli se sont ouvertes. Je suis entré. Chloé et ma mère s'étaient arrêtées à quelques mètres, me regardant, leur visage un mélange de fureur et d'incertitude. Elles s'attendaient à ce que j'aille au hall, que je quitte l'hôtel en larmes. Elles s'attendaient à ce que je rentre chez moi et que je pleure auprès de mes proches. Je suis juste resté dans l'ascenseur et je les ai regardées. Les portes ont commencé à se fermer, dissimulant leur visage choqué. Seul dans l'ascenseur aux parois de miroir, je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette. Mes mains étaient parfaitement stables. J'ai fait défiler les contacts, passant maman, Chloé, tante Viviane. J'ai ouvert une application de messagerie sécurisée et j'ai trouvé le nom en haut de ma liste. Jamal. Mes doigts ont tapé un message court et précis. Ils viennent de me mettre dehors de la réception. Active le cadeau de mariage. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté une dernière ligne. 19 heures précises. Comme prévu. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été délivré instantanément. Alors que l'ascenseur montait, je ne ressentais qu'un sentiment de détermination froid et tranquille. L'étrangère venait d'envoyer ses salutations. Le compte à rebours avait commencé. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, me scellant dans un silence poli. Ma famille, debout dans le hall en bas, me croyait vaincu. Ils pensaient que je quittais l'hôtel, que je rentrais en courant dans mon petit appartement parisien pour pleurer. Ils avaient tort. J'ai appuyé sur le bouton du dernier étage, le niveau du Penthouse. L'ascenseur est monté en douceur, m'élevant bien au-dessus du drame du hall. Quand les portes se sont rouvertes, je n'étais pas dans le couloir principal. J'étais dans un foyer privé et feutré, tapissé de velours épais, avec un éclairage doux et un unique bureau élégant. Un concierge en uniforme impeccable s'est levé instantanément. « Bonsoir, mademoiselle Lefebvre », a-t-il dit, sa voix discrète et respectueuse. Il n'a pas remis en question ma présence. Il n'a pas semblé perplexe. Il m'attendait. « Bonsoir, Charles », ai-je répondu. « La suite est-elle prête ?»« Bien sûr, madame. Nous avons vos bagages à l'intérieur et vos préférences ont été prises en compte. » Il m'a tendu une carte clé noire et élégante. « La suite présidentielle. Nous espérons que tout est à votre satisfaction. » C'était la première couche de mon secret. Pendant que ma mère était occupée à critiquer mon petit travail au gouvernement, j'avais économisé, investi et construit une vie dont elle ne savait rien. Je pouvais largement me permettre une suite qui coûtait plus cher par nuit que ses cotisations mensuelles au country club. Je l'avais réservée il y a 2 mois, dès que Chloé avait annoncé la date de son mariage. Je savais que j'aurais besoin d'un sanctuaire. J'ai marché dans le couloir privé, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. C'était magnifique. Un mur de verre sur 2 étages surplombait tout l'horizon parisien d'un côté et de l'autre, une vue parfaitement claire sur la terrasse et la grande salle de bal où la réception de ma sœur allait commencer. Je pouvais voir les invités se mêler en bas comme de minuscules poupées parfaites. J'ai dépassé le piano à queue, la cheminée en marbre éteinte, et j'ai décroché le téléphone. Oui, le service d'étage. J'aimerais une bouteille de Dom Pérignon, le millésime 2008, et le plateau de caviar. Merci. J'ai enlevé mes talons raisonnables, me suis débarrassé de la robe bleu marine que ma mère avait trouvée si maladroite, et j'ai enfilé un simple peignoir en soie noire. Je me suis versé un verre d'eau pétillante en attendant le champagne. Je me suis approché de la fenêtre, regardant la fête dont j'avais été banni. L'horloge au mur indiquait 18h45. 15 minutes. Le champagne est arrivé. J'ai versé un verre, les bulles montant dans la flûte de cristal. Je l'ai levé, non pas pour porter un toast à eux, mais à moi-même, à l'étrangère. Que ça commence, ai-je murmuré. Il était exactement 19 heures. En bas, les portes de la grande salle de bal se sont ouvertes en grand.
La salle était à couper le souffle, une fantaisie soigneusement orchestrée d'orchidées blanches et de cristaux ruisselants. 300 des personnes les plus influentes de Paris, politiciens, gestionnaires de fonds spéculatifs et familles de la vieille fortune, se tenaient là, une mer de smoking et de robes de créateurs, leurs visages tournés vers l'allée. Le quatuor à cordes, dont ma mère se vantait qu'il coûtait plus que mon salaire annuel au gouvernement, a entonné la marche nuptiale. C'était le moment, l'apogée de l'ambition de ma mère et des rêves de ma sœur. Et elle était là, Chloé. Elle n'était pas seulement une mariée. C'était un spectacle. Sa robe sur mesure à 30 000 € semblait flotter, captant la lumière des dizaines de lustres. Son voile traînait derrière elle, tenu par 2 petites demoiselles d'honneur en blanc assorties. Elle avait l'air radieuse, triomphante. Elle avait gagné. Elle avait obtenu le prix ultime. Antoine de Courcy, l'homme riche, charmant et bien connecté qui lui garantirait une vie de luxe et de statut. J'ai regardé tout cela depuis la fenêtre de ma suite Pentouze, bien au-dessus d'eux. J'ai regardé Chloé rayonner, croisant le regard de son fiancé. Mais Antoine n'avait pas l'air d'un homme amoureux. Il se tenait à l'autel, transpirant visiblement sous les lumières. Son sourire était un rictus de plastique tendu. Alors que tous les autres invités regardaient Chloé, les yeux d'Antoine ne cessaient de se diriger vers le bas. Il vérifiait son téléphone, caché dans sa paume. Une fois, 2 fois, il a vu un message, et j'ai vu sa main trembler légèrement avant qu'il ne remette le téléphone dans sa poche. Il ressemblait moins à un marié qu'à un homme attendant un verdict. Chloé a atteint l'autel. Elle a tendu son bouquet à sa demoiselle d'honneur, complètement inconsciente de sa panique. Elle a levé les yeux vers Antoine, ses yeux brillants d'adoration. Antoine a forcé son sourire à s'élargir. Il avait l'air piégé. Mon père, rayonnant de fierté, s'est avancé et a placé la main de Chloé dans celle d'Antoine. La musique s'est adoucie. Les invités se sont assis avec un bruissement collectif de tissus coûteux. L'officiant, un pasteur local éminent dont la seule présence était un symbole de statut, a souri avec bienveillance à la foule. Il a levé les mains. « Mes bien-aimés » a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la salle silencieuse et pleine d'attente. Nous sommes réunis ici aujourd'hui devant Dieu et cette communauté pour unir cet homme, Antoine, et cette femme, Chloé, dans les liens sacrés du mariage. Il venait de se lancer dans son discours sur la sainteté du mariage quand le premier téléphone a vibré. Les mots de l'officiant sur un lien sacré flottaient encore dans l'air lorsque la première perturbation s'est produite. Ce n'était pas une sonnerie forte, mais un bourdonnement profond et puissant, une vibration si forte qu'elle semblait faire trembler le sol poli. Elle venait du premier rang. Le sénateur Davis, l'invité le plus important d'Antoine et un investisseur clé, a froncé les sourcils. Il a lentement sorti son téléphone de la poche de son smoking avec un air d'agacement. Il a jeté un œil à l'écran. L'agacement a disparu, remplacé par un air de choc pur et total. Son visage est devenu cendré, ses yeux se sont agrandis, et il a émis un petit hoquet comme si on venait de lui donner un coup de poing dans le ventre. Il n'a pas mis le téléphone en silencieux. Il l'a agrippé, fixant l'écran comme si c'était un serpent venimeux. Sa femme s'est penchée, lui a murmuré quelque chose, et il a simplement secoué la tête, le visage pâle. Au même moment, le sac à main de créateur de ma mère Denise, posé à ses pieds, a commencé à vibrer violemment. Un bourdonnement aigu et insistant. Denise a tressailli, son visage se crispant de rage. Comment osait-on interrompre ce moment parfait? Elle a discrètement poussé le sac avec sa chaussure coûteuse, essayant de le faire taire. Il s'est arrêté une seconde, et elle a adressé un sourire d'excuse à l'officiant. Mais au moment où l'officiant s'est raclé la gorge pour continuer, son téléphone a de nouveau vibré, plus fort cette fois, un son frénétique et désespéré. Les invités du deuxième rang pouvaient l'entendre. Denise, le sourire figé, a cherché à tâtons dans son sac. Elle a sorti son téléphone, son pouce appuyant rageusement sur le bouton silencieux. Il ne se taisait pas. Il a vibré à nouveau. Une nouvelle alerte outrepassant sa commande. Elle a fixé l'écran, le front plissé de confusion. Une alerte d'information de Bloomberg. Pourquoi cela arrivait-il sur son téléphone? Avant qu'elle ne puisse comprendre, un autre téléphone a sonné. Cette fois, c'était le témoin d'Antoine. Puis au troisième rang, un oncle. Puis un autre, et un autre. Ce n'était plus un ou deux téléphones. C'était une vague, une peste numérique balayant les personnes les plus importantes de la salle. Une cascade de vibrations et de carillons doux a ondulé du premier rang jusqu'à l'arrière.
L'officiant s'est arrêté, ses paroles sur l'amour et la fidélité mourant sur ses lèvres. L'air, autrefois rempli d'un silence respectueux, était maintenant épais d'un bourdonnement anxieux et croissant. Les invités n'étaient plus discrets. Les téléphones sortaient des poches de smoking et des pochettes de créateurs dans toute la salle de bal. La douce lueur polie des lustres rivalisait soudain avec la lumière crue bleu-blanc de dizaines d'écrans illuminant des visages figés d'incrédulité. Les murmures ont commencé, isolés d'abord, puis se fondant en une marée montante et indéniable de panique qui a noyé le quatuor à cordes. « Oh mon Dieu, Bill, tu as vu ça » a murmuré une femme du deuxième rang, sa main agrippant ses perles. « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est une alerte du Wall Street Journal. La mienne vient de Bloomberg, a répondu un homme, la voix tendue. De Courcy Capital, il est dit que c'est sous enquête fédérale. Les murmures se sont fait plus forts, moins soucieux de la politesse. Une pyramide de Ponzi ? Il est question d'une suspicion de pyramide de Ponzi. Mon Dieu, toute ma pension est chez de Courcy. Tais-toi. Il va t'entendre. Chloé, à l'hôtel, a finalement réalisé que ce n'était pas une interruption mineure. Son parfait sourire de mariée a vacillé, se tordant de confusion puis de rage. Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde, a-t-elle sifflé à sa mère au premier rang. Dis-leur de ranger leur téléphone. C'est mon mariage. Denise avait l'air affolée, ses yeux ne se tournant pas vers Chloé, mais vers le sénateur Davis. Mais le sénateur ne regardait plus l'hôtel. Il fixait son propre téléphone, son visage un masque de fureur froide. Il s'est lentement, délibérément levé et, sans un mot, a commencé à se diriger vers la sortie. Sa femme, l'air complètement humilié, s'est empressée de le suivre. Et Antoine est juste resté là, rigide. Il regardait le sénateur partir, son propre visage luisant de sueur. Il ressemblait à un homme qui venait de voir sa dernière issue de secours prendre feu. Il savait que c'était fini. L'officiant, l'air pâle et complètement décontenancé, s'est raclé la gorge et a essayé de reprendre le contrôle de la salle. « Antoine » a-t-il dit, sa voix s'efforçant d'être entendue par-dessus les murmures. « Acceptez-vous de prendre Chloé pour votre légitime épouse ?» C'était le moment, le signal pour qu'Antoine dise « oui, je le veux ». Mais Antoine n'a pas parlé. Il était figé, ses yeux rivés sur le téléphone de l'invité du troisième rang, l'écran clairement visible pour lui. Il lisait le titre clignotant, le fondateur de Courcy Capital accusé d'une pyramide de Ponzi de plusieurs millions d'euros. Enquête fédérale en cours. Chloé, inconsciente, le regardait toujours, son sourire de mariée plaqué sur le visage. Antoine, a-t-elle insisté, sa voix un peu tendue. Le visage d'Antoine, qui avait été luisant de sueur, est devenu d'un blanc pâteux terrifiant. La couleur a quitté ses lèvres. Il a semblé un instant qu'il allait être malade là, sur l'autel. Il a fait un petit bruit d'étouffement. Antoine, a répété Chloé, sa voix maintenant vive de confusion. Il a fait un pas en arrière, chancelant, retirant sa main de la sienne comme s'il s'était brûlé. Les invités se sont tus, regardant ce nouveau drame inattendu. A balbutié Antoine. Il a regardé Chloé, puis l'officiant, puis la mère de visage paniqué et accusateur dans la foule. Il a regardé le sénateur Davis, qui était maintenant à la sortie de la salle de bal, son visage comme un orage. J'ai besoin d'un instant, a murmuré Antoine. Et puis il a fait l'impensable. Il s'est retourné et il a couru. Il n'a pas simplement marché. Il a couru hors de l'hôtel, bousculant un énorme arrangement d'orchidées, et a sprinté le long de l'allée latérale, se dirigeant vers une sortie de service. Pendant une seconde entière, toute la salle a été figée dans un silence absolu et stupéfait. Puis le sang-froid parfait et étudié de Chloé s'est complètement brisé. Ce n'était pas un cri de dame. C'était un hurlement primal et brut d'abandon et de fureur qui a résonné contre les lustres en cristal. Antoine. La salle entière a explosé. Les invités se sont levés d'un bond. Le quatuor à cordes s'est arrêté brutalement. La dernière note de la marche nuptiale est restée suspendue dans l'air comme une mauvaise blague. Les gens criaient, « Qu'est-ce qui se passe ? Il vient de la laisser ? Mon Dieu, c'est vrai. Les nouvelles sont vraies. Le chaos. Un chaos absolu et magnifique. Et depuis ma suite pentouse, j'ai regardé tout cela se dérouler. En sirotant mon champagne, j'ai vu la minuscule silhouette du marié fuir la salle de bal. Et j'ai vu le mariage auquel il m'était interdit d'assister imploser en temps réel.
La salle de bal était un chaos pur. Les invités se levaient, se criaient les uns aux autres. Leur visage était un mélange de confusion et d'excitation avide. C'était mieux que des ragots. C'était un scandale qui se déroulait en direct. Les téléphones étaient levés bien haut, enregistrant tout. Le magnifique quatuor à cordes était silencieux. Les musiciens regardaient, les yeux écarquillés, les archets figés en l'air. J'ai observé depuis la fenêtre de mon pantouse Chloé, seule à l'hôtel, son voile légèrement de travers, son bouquet serré contre sa poitrine. Son visage était un masque d'incrédulité. Ce n'était pas dans le scénario. Ce moment parfait à 30 000 € était ruiné. Puis son incrédulité s'est transformée en autre chose. La rage. Où est-il allé, a-t-elle crié, non pas à quelqu'un en particulier, mais à l'univers. Elle a relevé sa robe massive, ses mouvements n'étant plus gracieux, mais vifs et frénétiques. Ma mère, Denise, s'est finalement défigée. Son visage était cendré, ses yeux balayant les téléphones qui enregistraient, les invités qui chuchotaient. C'était plus qu'un mariage ruiné. C'était une annihilation sociale. Tout son travail, toute son ascension, tous ses sacrifices s'évaporaient devant 300 des personnes les plus importantes de Paris. Chloé, arrête, a sifflé Denise en lui attrapant le bras. Nous devons gérer ça. Nous devons faire une annonce. Gérer quoi, a hurlé Chloé en arrachant son bras de l'emprise de notre mère. Il est parti. Il m'a laissé. Elle ne se souciait plus des invités. Elle a de nouveau relevé sa jupe et a couru hors de l'hôtel, bousculant le même arrangement floral qu'Antoine. Elle a dévalé l'allée latérale, son visage un masque terrifiant de fureur. Antoine de Courcy, reviens ici. Denise, rassemblant sa propre dignité en lambeaux, a couru après elle. Chloé, attends. N'aggrave pas les choses. Je les ai regardées toutes les deux disparaître par la porte de service qu'Antoine avait utilisée. Les invités, laissés seuls dans la salle de bal, ont éclaté dans un rugissement de conversation. Je savais où elle se dirigeait. La suite privée du marié, juste au bout du couloir. J'aurais aimé être une petite souris sur ce mur. J'ai pris une autre lampe gorgée de mon champagne. D'après ce que je pouvais voir, le cadeau de mariage était livré à la perfection. La porte de service s'est ouverte brusquement, révélant un couloir privé et cossu. Chloé, relevant sa robe à 30 000 € avec des mains furieuses, a devancé sa mère. Elle a trouvé la porte de la suite privée du marié et l'a ouverte sans frapper, le lourd panneau de bois s'écrasant contre le mur. Antoine était là. Mais ce n'était pas l'homme calme et charmant de l'hôtel. Antoine de Courcy était un tourbillon de panique. La veste de son smoking sur mesure était jetée sur une chaise, son nœud papillon arraché et abandonné sur le sol. Il fourrait frénétiquement des dossiers et un ordinateur portable de sa mallette dans un sac de voyage en cuir noir. Il avait l'air acculé, sauvage. C'était quoi, ça, bordel, a hurlé Chloé, sa voix craquant d'hystérie. Tu m'as humilié. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé à l'hôtel devant tout le monde que nous connaissons. Tais-toi, Chloé, a grondé Antoine, sans même la regarder. Il a fermé le sac, ses mains tremblant si fort qu'il y parvenait à peine. Tais-toi, c'est tout. Je dois y aller maintenant. Denise, ma mère, a bousculé sa fille en sanglots. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une fureur froide. Vous n'allez nulle part, jeune homme, a-t-elle ordonné. Vous allez retourner dans cette salle de bal et vous allez arranger ça. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire à notre réputation? Antoine a finalement levé les yeux, et l'homme qu'elles ont vu était terrifié. La réputation? Il a ri, un son aigu et étranglé qui était terrifiant. C'est de ça que vous vous inquiétez? C'est fini. Vous ne comprenez pas? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? A sangloté Chloé en s'affaissant sur un ottoman. De quoi tu parles? Ils savent, a crié Antoine en attrapant son manteau. Les alertes d'information. Ce n'était pas une rumeur. Les fédéraux, la brigade financière est à mon bureau en ce moment. Ils saisissent tout. Les comptes sont gelés. Ils savent. Denise lui a attrapé le bras, ses ongles vernis s'enfonçant dans sa manche. Que veux-tu dire par ils savent? Tu m'as dit que c'était réglé. Tu m'as dit que c'était juste un problème mineur avec l'AMF. Tu as dit que c'était de l'investissement créatif. La tête de Chloé s'est relevée d'un coup, ses sanglots s'interrompant. Maman, qu'est-ce que tu savais?
Denise l'a ignoré, ses yeux rivés sur Antoine, son masque de sang-froid se fissurant enfin. Tu m'avais promis que tout était stable. Antoine a arraché son bras, son visage se tordant de pur mépris. Stable? Tu ne voulais pas de stable, Denise. Tu voulais juste que les chèques soient encaissés. Il a pointé un doigt vers elle. Tu as pris mon argent. Tu savais que c'était douteux. Tu n'as pas posé une seule question difficile quand j'ai viré 500 000 € sur ton compte privé. N'est-ce pas? Denise a reculé comme si elle avait été frappée. C'était un cadeau pour Chloé, pour le mariage. C'était un pot de vin, a rugi Antoine. Un pot de vin d'1 demi-million d'euros pour que tu pousses ce mariage avant que je sois inculpé, pour acheter le bon nom de ta famille comme couverture. Tu as pris l'argent. Tu l'as dépensé. Tu es une complice, Denise. Tu es impliquée aussi profondément que moi. Les sanglots de Chloé se sont coincés dans sa gorge, l'étouffant. Elle a lentement tourné la tête, son visage strié de larmes passant d'Antoine, l'homme qui venait de l'abandonner, à Denise, sa mère. Son cerveau luttait, essayant de relier les paroles furieuses d'Antoine. 500 000 €, un pot de vin pour précipiter le mariage. Maman, la voix de Chloé était un petit murmure brisé. C'était presque inaudible, une voix d'enfant. De quoi parle-t-il? Quel argent? Le visage de Denise était un masque de panique pure et totale. Elle ne pouvait pas regarder Chloé. Elle ne pouvait pas regarder Antoine. Elle fixait juste un point sur le papier peint coûteux, ses yeux écarquillés d'un mélange de haine et de terreur pure. Il ment, ma chérie. Il est désespéré. Il dit n'importe quoi pour nous faire du mal, pour nous faire passer pour les méchantes. Je mens? Antoine a aboyé un rire. Un son vraiment laid et aigu. Est-ce que je mens, Denise? Demande-lui. Demande à ta mère de te montrer les relevés de son compte bancaire privé, celui aux îles Caïmans. Demande-lui à quoi servait ce virement de 500 000 €, daté de seulement 2 jours après que je t'ai surprise avec la demande en mariage. Chloé s'est levée lentement de l'ottoman, sa robe massive à 30 000 € semblant soudain un costume lourd et ridicule. Elle a fait un pas, puis un autre vers Denise. Maman, a-t-elle répété, sa voix plus forte maintenant, vive d'un nouveau soupçon terrifiant. Tu as pris de l'argent de lui? Tu as pris 1 demi-million d'euros. Denise a finalement regardé sa fille, son sang-froid parfait complètement brisé. Elle était acculée et elle le savait. Ce n'était pas comme ça, a balbutié Denise, ses mains manucurées s'agitant en l'air comme des oiseaux piégés. C'était un cadeau de mariage pour toi, Chloé, pour assurer ton avenir, pour être sûr que tu sois prise en charge quoi qu'il arrive. Un cadeau de mariage, a répété Chloé, sa voix dangereusement calme. Un cadeau secret d'1 demi-million d'euros. Un cadeau que tu as mis sur un compte offshore. Un cadeau qui dépendait du fait que je l'épouse avant qu'il ne se fasse prendre. Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une vitesse terrifiante et écœurante. La pression incessante de sa mère pour fixer une date. La façon dont Denise avait balayé tous les petits doutes que Chloé avait jamais exprimés sur l'intensité d'Antoine, son secret sur ses affaires. Le refrain constant de « verrouille-le, Chloé ». Un homme comme ça n'attend pas éternellement. Il ne s'agissait pas de son bonheur. Il ne s'agissait même pas d'assurer un statut social. C'était une transaction simple et sale. Elle était le produit vendu, et sa propre mère était le courtier. Antoine, voyant la scène qu'il avait créée, a juste ricané. Il a jeté le sac de voyage noir sur son épaule. Appelez ça comme vous voulez, bande de cauchemars d'arrivistes amoureux, a-t-il craché. Un cadeau, un pot de vin, une commission. Franchement, je m'en fiche. C'est fini. Nous en avons fini. Les mots d'Antoine, nous en avons fini, sont restés en suspens dans l'air de la suite du marié. Un verdict final et brutal. Chloé regardait sa mère avec des yeux morts et vides, la pleine mesure de la trahison s'abattant enfin sur elle. Denise haletait, la main à la gorge, finalement sans voix, réalisant qu'elle avait été déjouée par Antoine et exposée par sa propre cupidité. Antoine, son sac de voyage sur l'épaule, les a regardées toutes les deux avec mépris. Amusez-vous bien à expliquer ça à vos amis de la haute société. Et il s'est dirigé vers la porte. Mais la porte s'est ouverte avant qu'il ne puisse la toucher. Non, pas la porte de la suite. De retour dans la grande salle de bal, les portes principales, celles que 300 invités regardaient,
attendant que quelqu'un, n'importe qui, sorte pour expliquer le chaos. Les portes massives en chaîne se sont ouvertes avec fracas, claquant contre les murs, le son coupant le bavardage hystérique de la foule. Ce n'était pas l'organisatrice de mariage. Ce n'était pas le directeur de l'hôtel. C'étaient 4 hommes. 4 hommes en costumes sombres identiques, officiels. Ils ne souriaient pas. Ils ne se déplaçaient pas comme des invités, mais comme une unité, se déployant juste à l'intérieur de l'entrée, leurs yeux balayant la pièce avec une évaluation froide et professionnelle. L'air dans la salle de bal ne s'est pas seulement calmé, il a été aspiré. Chaque invité, des sénateurs aux gestionnaires de fonds spéculatifs, s'est figé. Les téléphones qui avaient joyeusement enregistré l'humiliation de Chloé étaient maintenant tenus par des mains tremblantes, soudainement pointées vers ce nouveau développement terrifiant. Ce n'était plus un scandale social. C'était un événement fédéral. L'agent principal, un homme grand et imposant au visage sinistre, a ignoré l'hôtel abandonné. Il a ignoré le gâteau à 5 étages et les montagnes d'orchidées. Il s'est dirigé directement vers le directeur de l'hôtel tremblant, Monsieur Dubois, qui était plaqué contre un mur. L'agent n'a pas haussé la voix, mais ses mots ont porté à travers la pièce silencieuse. Nous sommes des agents fédéraux. Nous cherchons Antoine de Courcy. Monsieur Dubois, le visage d'une blancheur de craie, ne put que pointer un doigt tremblant vers le couloir de service. Il est parti par là. Il a couru vers la suite du marié. La mariée et sa mère l'ont suivi. L'agent principal a hoché la tête une fois, les yeux froids. Il a parlé dans sa radio. Il est dans les suites de l'aile nord, sécuriser les sorties. Il a fait signe à 2 de ses hommes, qui se sont immédiatement dirigés vers le même couloir qu'Antoine avait emprunté pour fuir. Les 2 autres agents sont restés, scellant efficacement la salle de bal. Dans la suite du marié, Antoine a entendu les lourds pas de course dans le couloir. Il s'est figé, la main sur la poignée de la porte. La partie était finie. Il n'était plus un marié s'échappant d'un mariage. C'était un criminel et son temps était écoulé. Les pas lourds ont tonné dans le couloir et se sont arrêtés juste devant leur porte. Antoine, figé la main sur la poignée, n'a même pas eu le temps de réagir avant que la porte ne soit défoncée, claquant contre le mur avec assez de force pour faire trembler les œuvres d'art. 2 agents fédéraux ont rempli l'embrasure de la porte, leurs expressions sinistres, leurs mains déjà sur leur ceinture. Antoine de Courcy a ordonné l'agent principal. Antoine a essayé de rassembler son charme, sa dernière arme pathétique. Il a levé les mains en signe de reddition. Messieurs, il semble y avoir un terrible malentendu. J'étais juste en chemin pour parler à mes avocats. Vous pourrez leur parler depuis la garde à vue, a dit l'agent en s'avançant. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude sur les valeurs mobilières, fraude électronique et blanchiment d'argent. Il a sorti les menottes. Chloé a poussé un gémissement faible et aigu alors que la première menotte se refermait sur le poignet d'Antoine. Non, vous ne pouvez pas. C'est mon mariage. Les agents l'ont complètement ignoré. Ils ont menotté l'autre main d'Antoine derrière son dos, son sac de voyage coûteux tombant inutilement sur le sol. Par où on sort, a demandé l'agent à son partenaire. La salle de bal principale est la plus proche de l'ascenseur de service, monsieur. Alors nous passons par la salle de bal, a ordonné l'agent principal. Je veux que chaque témoin là-dedans le voie en état d'arrestation. Ce n'était pas une arrestation discrète et silencieuse. C'était un message. Ils ont poussé Antoine hors de la suite et de retour dans le couloir principal. Denise et Chloé sont sortis en titubant derrière eux. Une procession nuptiale grotesque suivant le marié arrêté. Les portes de la salle de bal étaient toujours grandes ouvertes. Les invités qui s'étaient tenus en groupe confus et anxieux se sont tous tournés comme un seul homme. Un hoquet collectif a aspiré l'air de la pièce. Il était là, Antoine de Courcy, le marié, menotté, escorté par des agents fédéraux au centre de sa propre réception. Le silence a duré le temps d'un battement de cœur horrifié. Puis chaque téléphone dans la pièce a été levé. Pas seulement levé, mais tenu haut, les lumières rouges d'enregistrement brillant dans l'éclairage romantique et tamisé. Tiffany Dupont, la blogueuse mondaine la plus impitoyable de la ville, que Chloé avait personnellement invitée pour capturer chaque instant, était déjà en direct. Sa voix était un murmure joyeux et aigu pour ses 500 000 abonnés. Vous n'allez pas croire ça, mes chéris. Le mariage de l'année est officiellement terminé. Antoine de Courcy est en train de se faire arrêter à l'hôtel. Les flashs des téléphones étaient incessants, une lumière stroboscopique d'humiliation. Et Denise se tenait là,
figée, regardant tout. Elle ne regardait pas seulement l'arrestation d'Antoine. Elle regardait les visages de ses rivales. Elle a vu la femme du sénateur Davis, qui l'avait toujours regardée de haut, la regarder maintenant avec un sourire froid et satisfait. Elle a vu les banquiers, les politiciens, les familles de la vieille fortune, tous capturant la ruine absolue de sa famille sur leur iPhone. L'argent était parti. Le statut était parti. La réputation qu'elle avait passé 60 ans à construire méticuleusement, la réputation pour laquelle elle avait sacrifié sa propre fille, n'était pas seulement partie. C'était une blague, un mème, une fable édifiante qui serait racontée lors des dîners parisiens pendant les 20 prochaines années. C'était une annihilation absolue, totale et complète. Alors que les agents fédéraux disparaissaient par la sortie de service avec Antoine de Courcy, la salle de bal est tombée dans un nouveau niveau d'hystérie. Chloé a poussé un cri de douleur purement animal et s'est effondrée sur le sol. Sa robe à 30 000 € s'est étalée autour d'elle comme un parachute dégonflé. Les invités se précipitaient vers les sorties, criant dans leur téléphone, essayant d'appeler leurs conseillers financiers, leurs avocats, leurs conjoints. La blogueuse mondaine était toujours en direct, sa voix un commentaire haletant et excité sur les sanglots de ma sœur. Mais ma mère, Denise, ne regardait pas sa fille en sanglots. Elle ne regardait pas les invités paniqués. Elle se tenait figée, son esprit travaillant furieusement, reliant les points, le timing, la précision, la nature publique de tout cela. Ce n'était pas une enquête aléatoire. C'était une exécution. Ses yeux, sauvages et furieux, ont balayé la pièce. C'était du sabotage. Et il n'y avait qu'une seule personne qu'elle avait jamais blâmée pour tout ce qui allait mal dans sa vie. Une personne qui était une étrangère. Une personne qui avait été expulsée sans ménagement juste 1 heure auparavant. Marion, a-t-elle murmuré, le nom ayant un goût d'acide sur sa langue. Puis elle l'a hurlé. C'était un cri brut et accusateur qui a transpercé le chaos. Marion. Cette Marion. Que as-tu fait? La tête de Chloé s'est relevée d'un coup, son visage strié de larmes se tordant avec une nouvelle concentration. Marion, a-t-elle fait écho, se relevant, sa robe se déchirant avec un bruit écœurant. C'est elle qui a fait ça. Cette vilaine petite intello a fait ça pour moi. Denise, Chloé et les quelques parents restants, sous le choc, tante Viviane et oncle Gérard, ont contourné les invités en pleurs et les téléphones clignotants. Ils sont sortis en trombe de la salle de bal, une petite bande furieuse. Ils n'étaient plus des invités. C'était une foule enragée. Ils ont balayé du regard le hall opulent, leurs yeux me cherchant, s'attendant à me trouver en train de pleurer dans un coin ou de courir vers la sortie. Ils ne m'ont pas trouvé. Ils m'ont trouvé dans le bar principal de l'hôtel, le bar de l'Onyx. Je n'étais pas dans le Penthouse. J'étais descendu. Je voulais une place au premier rang. J'étais assise seule à l'extrémité du bar en marbre noir poli, le dos droit, les jambes croisées. La simple robe bleu marine que ma mère avait jugée maladroite ressemblait maintenant à une déclaration d'élégance discrète et sévère. J'étais la seule personne dans tout l'hôtel à être parfaitement, complètement calme. Dans ma main, je tenais un verre en cristal, un martini avec une olive parfaite. J'avais observé toute la scène se refléter dans les miroirs derrière le bar. Je les ai vus entrer en trombe. J'ai vu leurs yeux cherchant frénétiquement. J'ai vu le moment où ils m'ont repéré. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de ma boisson, le gin froid et vif, et j'ai tourné la tête pour leur faire face. Ils m'ont repéré. Le petit groupe de 4, Denise, Chloé, tante Viviane et oncle Gérard, s'est figé une seconde, leur énergie frénétique se fixant sur mon calme. Je n'ai pas souri. J'ai juste soutenu leur regard, pris une dernière petite gorgée de mon martini et posé doucement le verre sur le bar. Denise a été la première à bouger. Elle n'a pas marché. Elle s'est jetée en avant. Elle a traversé le salon en trombe, sa robe vert émeraude traînant sur le sol, son visage un masque de rage pure et totale. Ses diamants se soulevaient tandis qu'elle haletait, s'arrêtant juste avant le bar. Toi, a-t-elle hurlé, sa voix n'étant plus contrôlée ou sophistiquée, mais un son brut et guttural qui a fait sursauter le barman. Que as-tu fait? Qui as-tu appelé? Tu as tout ruiné. C'est toi qui as fait ça. Elle a claqué ses mains manucurées sur le bar en marbre, l'impact faisant vibrer mon verre. Tu as ruiné ma famille. Tu as ruiné ta sœur. Je me suis tourné lentement sur le tabouret de bar pour lui faire face complètement. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. J'ai regardé le maquillage qui avait coulé,
La façon dont ses cheveux s'échappaient de sa coiffure parfaite, le désespoir pur dans ses yeux. Maman, ai-je dit, ma voix calme, mais elle a transpercé son hystérie comme de la glace. Je n'ai rien fait. Je suis juste assise ici. J'ai fait un geste de la main vers le bar vide, en train de prendre un verre, comme une étrangère devrait le faire. Le mot étrangère l'a de nouveau frappé, et elle a reculé, mais sa rage était trop grande. Ne joue pas l'innocente avec moi, petite ingrate. Tu les as appelés, n'est-ce pas? Chloé s'est avancée en titubant, sa voix épaisse de sanglots. Sa robe à 30 000 € était déchirée à l'ourlet, le mascara coulant en rivière noire sur son visage. Elle ressemblait à un fantôme de la mariée radieuse d'il y a 1 heure. Elle a agrippé le dossier d'une chaise de bar, ses jointures blanches. Tu as appelé la brigade financière, n'est-ce pas? A-t-elle pleuré? Tu étais jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. Jalouse que j'ai ce mariage. Jalouse que j'ai Antoine. Jalouse que j'étais heureuse. Alors tu as tout gâché. Tu as ruiné ma vie. Tante Viviane et oncle Gérard se tenaient derrière elle, leur visage pâle. Ils avaient l'air horrifiés, non pas par moi, mais par la scène que leur parfaite famille de l'élite faisait au milieu d'un bar d'hôtel public. Le barman était figé, polissant un verre, prétendant ne pas écouter. Quelques autres clients à l'autre bout du salon avaient sorti leur téléphone, filmant discrètement. Ma famille, même dans sa ruine, ne pouvait échapper à un public. Jalouse? Le mot est sorti de moi, non pas comme une question, mais comme une curiosité sincère et froide. J'ai même ri. C'était un son court, sec et sans humour qui a traversé le salon. Jalouse de quoi, Chloé? Chloé m'a regardé, la bouche ouverte, ses sanglots momentanément oubliés. Elle n'avait pas de réponse. Elle avait toujours supposé que la jalousie était ma principale motivation. Soyons clairs, ai-je dit en posant mon verre de martini avec un clic précis. Suis-je jalouse de ta robe à 30 000 €? Elle est magnifique, mais ce n'est pas vraiment mon style. J'ai regardé mes ongles, puis je les regardais à nouveau. Suis-je jalouse que tu aies été, jusqu'à il y a 1 heure, le centre de l'attention de 300 personnes? Non. Comme vous l'avez toutes les deux souligné, je ne suis pas vraiment du genre à aimer les grandes foules. Je me suis penché légèrement en avant, ma voix baissant à un ton conversationnel, presque agréable. Ou, suis-je jalouse que tu étais sur le point d'épouser un escroc complet et total? Suis-je jalouse que toute votre relation était une transaction commerciale conçue pour donner une couverture respectable à un criminel? Suis-je jalouse que tu étais sur le point de lier ta vie, ton nom et ton avenir à un homme qui est actuellement en état d'arrestation pour avoir dirigé une énorme pyramide de Ponzi de plusieurs millions d'euros? Le mot au Ponzi est resté en suspens dans l'air. Le visage de Chloé est passé de strié de larmes à complètement vide de choc. Elle ne comprenait pas, mais Denis si. Les yeux de ma mère se sont agrandis, ses pupilles se dilatant. J'ai vu l'éclair de pure terreur. Antoine avait utilisé ce mot, complice. Inculpé. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a balbutié Denise. Mais le masque était tombé. C'était de la peur pure et brute. Tu dis juste des choses. Tu inventes. Comment pourrais-tu savoir quoi que ce soit sur les affaires d'Antoine? Elle a ri, un son désespéré et craquant. Tu es une comptable. Tu es juste une petite comptable pour le gouvernement. Tu es assise dans un bureau toute la journée à additionner des chiffres. Tu ne connais rien à la haute finance. Une petite comptable, ai-je répété en hochant lentement la tête. Une intello, comme vous diriez, une petite comptable ennuyeuse. J'ai laissé l'insulte flotter dans l'air. Les laisser s'accrocher à cela comme à leur dernier morceau de terrain solide. Je les ai laissés me voir comme la petite ratée, insignifiante et maladroite qu'elles avaient toujours eu besoin que je sois. C'est là que tu te trompes, maman, ai-je dit. C'est la partie que tu n'as jamais comprise. Ça a toujours été le problème, maman, ai-je dit, ma voix toujours calme. Mais maintenant, elle avait une nouvelle tonalité, une précision qui l'a fait tressaillir. Tu n'as jamais été intéressé. Tu n'as jamais vraiment demandé ce que je faisais. Tu as juste supposé. J'ai fait signe au barman pour mon addition. Tu as entendu au gouvernement et au comptable et tu as créé tout ce récit de moi étant une ratée. Une petite comptable, comme tu l'as si éloquemment dit. Tu m'as imaginé dans un bureau gris quelque part dans les entrailles de Paris, auditant des notes de frais, ennuyé et seul. Le visage de Denise était un masque de confusion.
Mais tu es comptable, tu l'as dit. Je suis comptable, ai-je convenu en sortant ma carte de crédit de ma pochette. Mais il y a différents types de comptables, mère, tout comme il y a différents types de médecins. Chloé voulait être chirurgienne plasticienne, n'est-ce pas? Pour rendre les riches plus beaux. C'est un genre. J'ai signé l'addition, laissant un pourboire généreux. Je me suis levé du tabouret de bar, lissant ma robe. Pour la première fois, je me sentais plus grande qu'elle. Je ne suis pas le genre de comptable qui se contente d'additionner des chiffres. Je suis le genre de comptable qui trouve les chiffres. Des chiffres que des hommes puissants comme Antoine de Courcy essaient très fort de cacher. Une lueur de peur froide et authentique est apparue dans les yeux de Denise. Quoi? De quoi parles-tu? Je suis une experte comptable judiciaire, ai-je déclaré clairement, laissant chaque mot porteur. Je travaille pour le ministère de la Justice. Ma division spécifique? La brigade des crimes en col blanc. Chloé avait l'air vide. Les mots ne signifiaient rien pour elle. Mais Denise savait. Elle savait ce que signifiait justice et crime en col blanc. Tu mens, a-t-elle murmuré. Est-ce que je mens? Ces 5 dernières années, mon travail, celui que vous appeliez ennuyeux et pathétique, a été de traquer, de tracer et de monter des dossiers contre des hommes. Exactement comme Antoine de Courcy. Des hommes qui construisent des empires sur de l'argent volé. Des hommes qui dirigent des schémas de fraude élaborés. Des hommes qui se croient trop intelligents, trop riches et trop bien connectés pour se faire prendre. J'ai regardé Chloé. Je n'additionne pas seulement des chiffres, Chloé. Je les suis. Je les suis jusqu'aux comptes offshore, aux sociétés écrans factices, et à toutes les personnes qu'ils soudoient. Des gens comme maman. Denise et Chloé sont restés là, complètement figés. Le sang avait quitté leur visage. Toute la couleur, toute la vie, toute la colère juste était partie, remplacée par une compréhension creuse et écœurante. La musique du salon, un piano de jazz doux, semblait soudain incroyablement forte dans le silence qui était tombé entre nous. La main de Chloé agrippait toujours la chaise de bar, mais elle semblait sur le point de s'effondrer. La bouche de Denise était ouverte, bougeant légèrement, mais aucun son n'en sortait. Elle essayait de former un mot, non doux ou menteuse, mais son cerveau s'était déconnecté de sa bouche. Toutes ces années, elle m'avait vu comme une ratée silencieuse, maladroite et inoffensive, une petite comptable. Et maintenant, cette ratée se tenait devant elle, tenant un martini et expliquant calmement qu'elle était l'architecte de leur ruine complète et totale. J'ai regardé le visage terrifié de ma mère. J'ai regardé l'expression vide et brisée de ma sœur. J'ai levé mon verre comme pour un toast silencieux. Puis j'ai porté le coup de grâce final. Et au fait, ai-je dit, ma voix aussi calme que si je parlais de la météo. Je n'ai pas seulement été assigné à cette affaire. C'est moi qui l'ai ouverte. J'ai personnellement suivi l'enquête sur Antoine de Courcy pendant les 18 derniers mois. J'ai pris une dernière gorgée. Le cadeau de mariage avait été livré. 18 mois, a murmuré Chloé. Les mots sont sortis étouffés, incrédules. Tu l'as surveillé pendant 18 mois et tu n'as rien dit. Dire quoi, Chloé, ai-je demandé, ma voix sincèrement curieuse. Que aurais-je dit? Salut Serette, juste pour info. Je pense que ton nouveau petit ami millionnaire est un énorme escroc. Quand te l'aurais-je dit? Au dîner de Noël où maman n'arrêtait pas de parler du bracelet en diamant qu'il lui avait acheté? Ou au brunch de Pâques où tu as exhibé ta bague de fiançailles? J'ai secoué la tête, repoussant le verre de martini vide. Vous n'auriez pas écouté. Vous ne vouliez pas savoir. Vous étiez tellement aveuglé par l'argent, par le statut, par l'idée d'Antoine de Courcy. Vous n'avez jamais pris la peine de vous demander si tout cela était réel. C'est un mensonge, a sifflé Denise, sa voix retrouvant sa force. Antoine était un homme d'affaires prospère et respecté. Non, ai-je contré, ma voix vive et précise, la voix que j'utilisais lors d'un contre-interrogatoire d'un témoin hostile. Il ne l'était pas. C'était une rumeur, un homme sans histoire vérifiable. C'est ce qui a d'abord attiré mon attention. Ce n'était même pas son argent. C'était ses cadeaux pour toi, maman. Denise avait l'air confuse. Mais mes cadeaux? Le bracelet, ai-je dit. Celui que tu portais à Noël? Tu t'es vanté qu'il venait d'un joaillier privé à Genève. J'ai vérifié le nom du joaillier.
Il n'existe pas le virement privé qu'il t'a envoyé pour ton anniversaire. Il ne venait pas d'une banque française. Il a été acheminé via 3 sociétés écrans différentes en commençant par les îles Caïmans. Tu vois, maman, tu pensais que c'était un symbole de statut. J'ai vu ça comme un délit fédéral. C'est mon travail. J'ai laissé cela s'imprégner. J'ai commencé le dossier préliminaire sur lui juste après ça. Juste une vérification d'antécédents discrète. Et ce que j'ai trouvé, c'est rien. Pas de diplômes universitaires, pas de début de carrière. Il est juste apparu à Paris il y a 5 ans avec beaucoup d'argent et une bonne histoire. Les hommes comme ça n'apparaissent pas simplement, ils sont fabriqués. J'ai tourné mon regard vers ma sœur qui écoutait avec une horreur grandissante. Il ne te voulait pas, Chloé. Il voulait notre nom. Il savait qu'il faisait l'objet d'une enquête. Il était désespéré. Il avait besoin d'un bouclier. Et quel meilleur bouclier que d'épouser un membre de la famille Lefebvre, l'une des vieilles familles bourgeoises de Paris, avec un père connu pour sa réputation dans la communauté. Il ne t'épousait pas. Il achetait votre réputation pour cacher ses crimes. Et cela nous ramène à la vraie question, n'est-ce pas? Ai-je demandé, ma voix baissant encore plus. J'ai regardé Chloé, puis ma mère. Pourquoi avez-vous vraiment essayé si fort de me tenir à l'écart de ce mariage? Chloé a juste regardé, son esprit clairement incapable de suivre. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu te sentes mal à l'aise. J'ai terminé pour elle. Maladroite. Tu ne voulais pas que je me renferme. C'était l'excuse, n'est-ce pas? Le mensonge sur lequel vous vous étiez mis d'accord. J'ai secoué la tête. Un petit geste de pitié. Non, ce n'est pas ça. Vous ne vous êtes jamais soucié de mon confort auparavant. Vous avez exhibé ma maladresse lors des événements familiaux pendant 20 ans. Vous aimiez ça. Ça vous faisait vous sentir supérieur. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je me suis penché. Pourquoi cette fois? Pourquoi était-ce si important, si critique que je ne sois nulle part près de cet événement? J'ai regardé ma mère, qui tremblait maintenant, le visage d'une blancheur de craie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous saviez. Vous ne saviez pas ce qu'il était. Pas spécifiquement. Vous ne connaissiez pas le nom du crime ou le nombre de personnes qui l'avaient blessé. Mais vous saviez qu'il était louche. Non, a murmuré Denise, sa voix craquant. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas, ai-je insisté. Vous saviez que l'argent arrivait trop vite. Vous saviez que les cadeaux étaient trop chers. Vous saviez que ces histoires ne tenaient pas la route. Vous saviez que le cadeau de 500 000 € sur votre compte offshore n'était pas normal. Vous saviez que c'était de l'argent sale. Vous vous en fichiez tant que cela achetait à Chloé ce spectacle. J'ai laissé l'accusation flotter dans l'air. Et c'est pourquoi vous ne pouviez pas m'avoir ici. Pas parce que je suis maladroite, mais parce que je suis la petite comptable ennuyeuse, la seule personne de cette famille qui regarde vraiment les chiffres. La seule qui aurait pu voir Antoine pour ce qu'il était. Vous n'aviez pas peur que je sois mal à l'aise. Vous étiez terrifié que je remarque. Je me suis souvenu de mes 22 ans, de retour de l'université. L'entreprise de mon père avait des difficultés. J'avais regardé les comptes de la maison pour ma mère, juste pour aider, et j'avais trouvé des milliers d'euros de dépenses non documentées qu'elle lui cachait. Quand je le lui avais fait remarquer, elle m'avait giflé et m'avait dit de ne plus jamais regarder ses finances privées. Elle savait exactement ce que j'étais capable de voir. Vous n'essayez pas de me protéger, ai-je dit à Chloé. Vous essayez de le protéger, lui et maman. Elle essayait de protéger sa commission d'1 demi-million d'euros. Chloé a finalement craqué. Le poids des mensonges, de l'arrestation, et maintenant de cette révélation était trop lourd. Il m'a dit que c'était juste un problème fiscal, a-t-elle gémi, ses mains couvrant son visage, tout son corps tremblant. Un désaccord avec le fisc. Il a dit que c'était normal pour les hommes de son niveau. Il a dit qu'il s'en occuperait. Il me l'a promis. Il te l'a promis, ai-je répété, ma voix dépourvue de sympathie. Et tu l'as cru parce que tu voulais le croire. Tu voulais tellement la robe à 30 000 € et les relations au niveau du Sénat que tu as décidé de ne pas y regarder de plus près. J'ai tourné toute mon attention vers ma mère, qui était maintenant adossée à un pilier, piégée par mes paroles et sa propre culpabilité. Et toi, maman? 500 000 €? C'est beaucoup d'argent,
même pour toi. C'était un cadeau, a-t-elle insisté, mais sa voix était faible, désespérée. Pour Chloé, pour la mettre à l'abri. Pour la mettre à l'abri ou pour te payer, ai-je contré. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Tu as toujours trouvé des moyens d'obtenir des cadeaux pour maintenir ce style de vie. Tu appelles ça du réseautage social. Mes collègues et moi, nous appelons ça une rémunération non déclarée. Je me suis souvenu de toutes les commissions qu'elle avait gagnées au fil des ans. Les honoraires de consultation qu'elle avait reçus pour avoir présenté un promoteur à un conseiller municipal lors d'un de ses bals de charité. La commission d'apporteur d'affaires du marchand d'art après avoir convaincu l'un de ses amis riches d'acheter un tableau surévalué et douteux. Mon père, un homme d'une intégrité simple et à l'ancienne, avait bâti une réputation communautaire respectable. Mais ma mère utilisait cette réputation comme une marchandise depuis des années. Elle était un courtier social, échangeant l'accès et l'influence contre de l'argent et des faveurs, tout cela pour maintenir l'apparence de l'élite de la vieille fortune. Antoine de Courcy n'était pas sa première affaire louche. C'était juste sa plus grosse. Tu vends le nom de cette famille depuis des décennies, ai-je dit calmement. Antoine était juste ton plus gros salaire. Il n'épousait pas seulement Chloé. Il t'achetait toi, maman, tes relations, ta protection sociale. Et tu étais tellement aveuglé par l'argent que tu n'as pas réalisé que tu n'avais pas affaire à un simple fraudeur fiscal. Tu avais affaire à un prédateur, et tu l'as laissé entrer directement dans notre famille. Arrête, a-t-elle murmuré. Arrête ça. Je ne peux pas l'arrêter, ai-je dit. Ce n'est pas moi qui ai commencé, mais c'est moi qui vais le finir. Je vais le finir, ai-je dit, ma voix résonnant de l'autorité qu'il n'avait jamais entendue de moi. Je vais le finir parce que pendant que vous vous inquiétiez de votre statut social, Antoine détruisait des vies. De vraies vies, maman. Denise secouait simplement la tête, marmonnant. Non, non, non. Si, ai-je insisté. Ce demi-million d'euros que tu as caché sur ton compte secret, as-tu demandé une seule fois d'où il venait? T'en es-tu soucié? Je n'ai pas attendu de réponse. Moi, si. C'était mon travail. Je l'ai tracé. Cet argent ne venait pas d'un investissement créatif. C'était l'intégralité des économies de retraite de M et Madame Dubois. Tu les connais, maman. Les Dubois de notre paroisse, ceux qui organisent la vente de gâteaux communautaires chaque année. La main de Denise a volé à sa bouche. Elle avait l'air d'aller être malade. Ce n'était pas tout, ai-je continué, ma voix implacable. Il y avait 50 autres familles, des professeurs de l'ancien lycée de Chloé, des petits commerçants de notre propre quartier, 50 familles de cette communauté qui ont confié leurs économies à Antoine. Et il a tout volé. Il a volé leur retraite, les fonds pour les études de leurs enfants, leur maison. Chloé a laissé échapper un son, un sanglot étouffé et horrifié. Il ne s'agissait plus d'un mariage raté. Elle réalisait qu'elle était la méchante dans une histoire beaucoup plus grande et plus sombre. Tu n'étais pas seulement complice d'une comptabilité créative, maman, ai-je dit, ma voix baissant. Tu étais complice de la ruine financière de ta propre communauté. Tu as pris de l'argent du sang. Tu l'as pris et tu l'as caché, tout ça pour que Chloé puisse avoir une robe à 30 000 euros. Arrête ça, a finalement hurlé Denise, les mains sur les oreilles. Tu mens. Tu essaies juste de me faire du mal. Tu me détestes. Je n'ai pas besoin de te faire de mal, maman. La vérité suffit. Alors que les mots de ma mère résonnaient, une nouvelle silhouette est entrée dans le salon. Il était calme, vêtu d'un costume sombre et élégant, et s'était tenu tranquillement près de l'entrée, observant. C'était un homme noir, de mon âge environ, avec une attitude professionnelle et directe. Il a maintenant dépassé les clients bouche bée, le barman figé. Il est passé devant moi comme si je n'étais même pas là. Il est passé devant Chloé, sanglotante et ruinée. Il s'est dirigé directement vers ma mère, qui marmonnait encore à menteuse à voix basse, et il s'est arrêté. Il l'a regardé, son visage impassible, et il a parlé. Sa voix n'était pas forte, mais elle a transpercé tous les autres sons dans la pièce. Madame Denise Lefebvre. C'était mon collègue Jamal, le chef de la brigade, et il était en service. Denise s'est figée, ses mains toujours agitées à sa gorge. Je ne comprends pas, a-t-elle balbutié, ses yeux passant de Jamal à moi. Le visage de Jamal était impassible. Il ne m'a pas regardé. Toute son attention était portée sur ma mère. Madame Denise Lefebvre,
nous avons plusieurs questions à vous poser concernant des virements totalisant 500 000 €, provenant de comptes associés à de Courcy Capital. Il a fait un petit pas de plus. Nous avons également des questions sur un compte offshore non déclaré aux îles Caïmans. Nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions concernant la réception en connaissance de cause du produit d'une entreprise criminelle. La terminologie juridique officielle l'a frappé plus durement que n'importe lequel des cris d'Antoine. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était un crime fédéral. Non, a murmuré Denise. Ses yeux, écarquillés de pure terreur, se sont finalement tournés vers moi. La haine avait disparu, remplacée par une panique désespérée et suppliante. Marion. A-t-elle haleté, sa voix craquant. Marion, s'il te plaît, fais quelque chose. Dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que c'était un cadeau. Elle s'est jetée en avant, ses mains manucurées agrippant mon bras. Sa prise était comme une griffe. Marion, tu dois m'aider. Dis-leur que tu es du gouvernement. Tu travailles pour eux. Tu peux arranger ça. Dis-leur que je ne savais pas c'était le moment. La femme qui, une heure auparavant, m'avait regardé avec un tel mépris, qui m'avait appelé une étrangère et un embarras, s'accrochait maintenant à moi. Elle suppliait la petite comptable ennuyeuse de la sauver. Marion, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, son visage s'effondrant. Je suis ta mère. Tu ne peux pas les laisser faire ça. Nous sommes une famille. Tu dois leur dire que nous sommes une famille. J'ai baissé les yeux sur ses mains sur mon bras. Je n'ai rien ressenti, ni pitié, ni colère, juste un vide immense et froid. J'ai très délibérément décroché ses doigts de ma manche. Un par un. J'ai reculé, mettant une petite distance nette entre nous. J'ai regardé directement dans ses yeux terrifiés et remplis de larmes, les yeux de la femme qui m'avait appelé une étrangère. Tu as raison, Denise, ai-je dit, ma voix calme, mais elle a porté à travers le bar mort et silencieux. La famille est très importante. Son visage s'est inondé d'un espoir pathétique et désespéré. Oui. Oui. Tu vois. Je lui ai adressé un petit sourire froid. Mais tu me l'as dit toi-même. Les étrangers ne sont pas autorisés. Son espoir s'est figé, son visage s'affaissant de confusion. J'ai soutenu son regard. Et je ne te connais pas, j'ai prononcé ces mots, et leur son est resté en suspens dans le bar silencieux. Jamal, mon collègue, a fait un léger signe de tête, presque imperceptible. Il a gentiment pris le bras de ma mère. Madame Lefebvre, vous devez venir avec nous. Denise n'a pas résisté. Elle était complètement brisée. Toute la combativité, tout le feu, toute l'arrogance qui avait défini sa vie entière avait disparu. Elle ressemblait à une vieille femme fragile. Sa robe émeraude semblait soudain un costume bon marché. Elle a laissé Jamal et l'autre agent la conduire hors du salon. Elle n'a pas regardé en arrière. Chloé était toujours par terre, recroquevillée près du tabouret de bar, sanglotant. Pas les sanglots bruyants et théâtraux de la salle de bal, mais les sanglots silencieux et déchirants de quelqu'un dont le monde entier vient de cesser d'exister. Tante Viviane et oncle Gérard se tenaient là, pâles et tremblants, me regardant comme si j'étais un monstre. J'ai ramassé ma pochette sur le bar, mes mains parfaitement stables. Barman, ai-je dit, ma voix tranchant le silence. Pourrais-je régler ma note, s'il vous plaît? Le barman, qui était resté figé sur place, a tâtonné avec le terminal. Oui, oui, madame, bien sûr. J'ai signé le reçu, suis passé devant ma sœur en pleurs, devant mes parents horrifiés, et je suis sorti du bar de l'Onyx. Je ne suis pas retourné aux Pentouzes. Je suis sorti de l'hôtel Four Seasons dans l'air frais de la nuit parisienne, j'ai hélé un taxi et je suis allé directement à l'aéroport. Mon travail ici était terminé. Au moment où j'ai atterri à Paris le lendemain matin, l'histoire avait explosé. Ce n'était pas seulement dans les nouvelles locales. C'était national. Arrestation le jour du mariage à Paris. Le fondateur de Courcy Capital accusé d'une énorme pyramide de Ponzi. Les images étaient partout. Les extraits d'Antoine emmené menotté juxtaposés au décor opulent du mariage. Les vidéos tremblantes de Chloé criant et s'effondrant. Le direct de la blogueuse mondaine était devenu la source principale pour tous les grands médias. Mais ce n'était pas le titre qui comptait vraiment. À midi, Le Figaro avait sorti la véritable histoire, celle qui reliait tout. Le titre disait « La connexion de la famille Lefebvre, la sœur de la mariée,
une experte comptable judiciaire du ministère de la Justice, était l'enquêtrice principale. L'article était un chef-d'œuvre d'investigation journalistique. Il détaillait comment moi, Marion Lefebvre, la fille discrète, la comptable, avait ouvert le dossier sur Antoine de Courcy 18 mois auparavant. Il détaillait comment j'avais méticuleusement monté le dossier contre lui, tout pendant que ma famille planifiait le mariage de l'année. Le récit était dévastateur. Le nom Lefebvre, autrefois un pilier de la vieille bourgeoisie parisienne, un nom synonyme d'intégrité et de richesse générationnelle, était maintenant inextricablement lié à la fraude, à la cupidité et à une pyramide de Ponzi qui avait dépouillé leurs propres voisins. Mon père, un homme qui avait passé sa vie dans des conseils communautaires et des collectes de fonds caritatives, était ruiné par association. Sa femme avait été arrêtée pour blanchiment d'argent. Sa fille prodige avait été exposée comme une arriviste prête à épouser un criminel. La réputation de la famille Lefebvre n'était pas seulement ternie, elle était incinérée. Plusieurs mois passèrent. La frénésie médiatique s'était calmée, remplacée par le lent et méthodique broyage du système judiciaire. Les pages mondaines de Paris, après s'être régalées du scandale, étaient passées à des ragots plus récents et moins dévastateurs. Mais pour les principaux acteurs, les conséquences ne faisaient que commencer. Pour Antoine de Courcy, la fin a été rapide. Le dossier que j'avais passé 18 mois à construire était en béton. Les preuves étaient accablantes, une piste de miettes numériques et financières qui menait directement à lui sans aucune issue de secours. Face à une montagne de preuves irréfutables, les faux comptes, les virements, les témoignages des victimes, son équipe juridique lui a conseillé de plaider coupable, mais cela n'avait que peu d'importance. Il a été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation de fraude électronique, de fraude sur les valeurs mobilières et de blanchiment d'argent. Il risquait jusqu'à 30 ans de prison ferme. Sa vie de financier charismatique et flamboyant était terminée, remplacée par la dure réalité d'une cellule en béton. Ma mère, Denise, ne s'en est pas beaucoup mieux sortie. Son arrestation initiale au mariage n'avait été que le début. Les 500 000 € sur son compte non déclaré au Caïman ont été le clou de son cercueil. C'était le lien irréfutable qui l'a fait passer de victime potentielle à complice en connaissance de cause. Mon témoignage, ainsi que les relevés bancaires que j'ai fournis, ont prouvé qu'elle n'était pas seulement une arriviste aveuglée par la richesse. Elle était une participante rémunérée, un courtier qui avait accepté des honoraires massifs pour aider un criminel à obtenir une couverture sociale. Elle a été inculpée par un grand jury pour complot en vue de commettre une fraude électronique et du blanchiment d'argent. Le gouvernement a gelé tous les actifs liés à son nom. La grande maison dans la banlieue chic de Paris, celle que le nom respectable de mon père avait obtenue et que son ambition avait décorée, a été saisie. Les voitures de luxe, la garde-robe de créateurs, la collection d'art, tout a été étiqueté comme produit ou acheté avec des fonds criminels. Elle a été libérée sous caution, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle avait tout perdu, sa maison, ses amis, son argent. Mais pire que cela pour elle, c'était la perte de son nom. Dans la société parisienne, elle était maintenant une paria. Les mêmes femmes avec qui elle avait rivalisé, les mêmes conseils d'administration caritatifs qu'elle avait dominés la fuyaient maintenant. Elle était une exclue sociale, une fable édifiante chuchotée dans les mêmes cercles privés qu'elle avait autrefois dirigés. Elle avait perdu la seule chose qu'elle avait jamais vraiment appréciée, son statut. Et puis il y avait Chloé, ma sœur prodige. Son sort était à bien des égards le plus tragique. Elle n'était pas une criminelle, pas au sens légal. Elle n'était que des dommages collatéraux. À la suite du scandale, elle s'est retrouvée avec absolument rien. Les cartes de crédit d'Antoine, sur lesquelles elle vivait, ont été refusées. Le somptueux appartement qu'il partageait a été saisi par les autorités. Les cadeaux de mariage, qui étaient tous encore empilés dans la salle de bal de l'hôtel, ont été mis sous séquestre en tant qu'actifs potentiels achetés avec des fonds frauduleux. Il ne lui restait que ses effets personnels et son nom, un nom désormais synonyme du plus grand scandale que la société parisienne ait jamais connu. Elle est devenue une paria du jour au lendemain. Les mêmes amis qui s'étaient disputés pour être ses demoiselles d'honneur traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Les blogueurs mondains qui avaient autrefois loué son style écrivaient maintenant des articles cinglants sur elle, la dépeignant soit comme une idiote naïve, soit comme une participante consentante. Elle a été désinvitée de tous les conseils caritatifs, de tous les comités, de tous les événements sociaux auxquels elle avait jamais assisté. Elle était radioactive, sans argent et sans relations. Sa vie parfaite s'est évaporée. J'ai appris par tante Viviane, lors d'un rare appel téléphonique plein de ragots, que Chloé avait été vue dans un dépôt-vente de luxe,
vendant un par un ses sacs à main et ses chaussures de créateur. La robe de mariée à 30 000 €, qu'elle n'avait même jamais eu l'occasion de porter à une réception, aurait été vendue pour une fraction de son coût juste pour payer la caution d'un nouvel appartement. Elle a dû quitter l'appartement saisi pour un minuscule 2 pièces dans un quartier de la ville qu'elle aurait autrefois qualifié d'indésirable. Pas de portier, pas de piscine, pas de statue. Je l'imaginais là, seule, entourée des derniers vestiges de son ancienne vie, et j'ai ressenti une petite et étrange pointe de pitié. Mais le pire pour elle, j'imaginais, c'était la prise de conscience, le moment où cela a dû vraiment la frapper. Elle n'était pas la partenaire bien-aimée d'Antoine. Elle était sa couverture. Elle n'était pas la création prisée de notre mère. Elle était sa principale marchandise. Elle avait passé toute sa vie à être la fille parfaite, pour finalement réaliser qu'elle n'était qu'un pion dans l'entreprise criminelle d'Antoine et une monnaie d'échange dans la montée sociale désespérée et avide de notre mère. Elle avait été vendue, et elle n'en connaissait même pas le prix. Je suis retourné à mon bureau au ministère de la Justice à Paris. Ce n'était pas un petit bureau gris. C'était un bureau privé spacieux avec vue sur la ville, un bureau que j'avais gagné grâce à des années de travail acharné et implacable. La nouvelle du scandale du mariage parisien avait bien sûr atteint mes collègues. Mais ici, c'était différent. Jamal, mon patron, a juste posé une tasse de café frais sur mon bureau. « Bon travail, Lefebvre », a-t-il dit. « Vous avez bouclé l'affaire. C'est tout ce qui compte ici. » Et c'était la vérité. Le récit que ma famille avait construit autour de moi était une fiction complète, une histoire qu'ils se racontaient pour que leur propre choix paraisse supérieur. Je n'ai jamais été la Marion maladroite. J'étais la Marion concentrée. Je n'ai jamais été antisociale. J'étais observatrice. Mon silence lors de ces terribles dîners de famille, la maladresse dont ma mère avait si honte, n'a jamais été de l'anxiété sociale. C'était un ennui profond et écrasant. Je ne pouvais pas m'engager dans leurs conversations superficielles. Je ne pouvais pas me forcer à me soucier de la nouvelle voiture que mon oncle avait achetée ou du club que tante Viviane rejoignait. Pendant qu'ils discutaient de marques de créateurs et de maisons de vacances, mon esprit traçait des schémas complexes de blanchiment d'argent sur 3 continents. Pendant qu'ils jugeaient mon travail ennuyeux au gouvernement, je préparais des dossiers qui mettraient en prison des hommes bien plus riches et plus puissants qu'eux. Mon silence n'était pas une faiblesse. C'était mon arme. J'étais une observatrice. Je les regardais. J'ai vu leur petite jalousie, leur arrivisme désespéré, leur manque total de caractère moral. Ils n'étaient pas seulement superficiels. Ils étaient, à bien des égards, fondamentalement corrompus bien avant qu'Antoine de Courcy n'entre en scène. Ils opéraient simplement à une échelle plus petite, légale mais contraire à l'éthique. Ils pensaient que j'étais la ratée, mais je les avais jugés toute ma vie. Je me suis assise à mon bureau, regardant le dossier de Courcy Capital, maintenant estampillé en rouge, classé. C'était ma plus grosse affaire à ce jour, et elle était terminée. Je me tenais dans mon appartement, au-dessus de Paris. La vue de ma fenêtre n'était pas seulement celle de la ville, c'était une vue imprenable sur les toits et les monuments. Mon chez-moi était calme, ordonné et paisible. C'était tout ce que ma maison d'enfance n'avait jamais été. La lettre fine et fragile de la prison de Fresnes semblait déplacée dans ma main. Je l'ai ouverte. L'écriture était désordonnée, précipitée et tachée de ce qui ressemblait à des marques de larmes. « Marion », commençait-elle. « Je sais que tu as toutes les raisons de me haïr pour toujours. Je sais que je le mérite. J'ai été une idiote. J'étais tellement aveuglée par ce que maman voulait, par ce qu'Antoine promettait. Je n'ai jamais pris le temps de voir ce qui était réel. Je le vois maintenant. Je vois comment je t'ai traité. J'étais jalouse, Marion. J'ai toujours été si jalouse que tu sois intelligente, que tu sois réelle, et que tu ne semblais pas te soucier de ce que les autres pensaient de toi. Je me suis arrêté, relisant cette ligne. Jalouse de moi. L'ironie était amère. Je vais payer pour ce que j'ai fait, continuait la lettre. Mais maman, elle n'est pas comme nous. Elle s'effondre ici. Elle ne survivra pas. Ils vont faire d'elle un exemple à cause de ce qu'Antoine a fait. Tu es la seule à avoir du pouvoir. S'il te plaît, Marion. Je ne demande pas pour moi. Mais s'il te plaît, peux-tu l'aider? Peux-tu la faire sortir? Elle est toujours notre mère. Notre mère. J'ai plié la lettre. Elle essayait toujours de me ramener, essayant toujours d'utiliser le mot famille comme un levier.
J'ai regardé la lettre, l'appel désespéré de Chloé pour sauver la femme même qui avait orchestré notre ruine mutuelle. J'ai pris mon téléphone, mon pouce planant sur le contact de Jamal. J'aurais pu lui transférer la lettre, en ajoutant une note. Preuve de complot. On dirait que la relation mère-fille se dégrade. Pourrait être utile à l'accusation. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai passé son nom. Je suis allé dans mes contacts professionnels et j'ai trouvé le nom du meilleur avocat pénaliste de Paris, un homme que je connaissais d'une affaire précédente sans rapport. Un requin. J'ai composé le numéro. Il a décroché à la deuxième sonnerie. David, ai-je dit, ma voix purement professionnelle. C'est Marion Lefebvre. J'ai une recommandation pour vous, une nouvelle cliente. J'ai fait une pause, regardant les lumières de la ville, un monde où j'avais ma place et un nom. Ma sœur, Chloé Lefebvre. Elle est à Paris et elle va avoir besoin d'un très bon avocat pour tout recommencer. J'ai écouté un instant. Non, je ne serai pas impliqué personnellement. Faites-lui juste votre meilleur tarif. Merci. J'ai raccroché. J'avais fait un dernier acte, non pas de pardon, non pas d'amour, mais de clôture. J'avais donné à Chloé les outils dont elle avait besoin pour construire sa propre vie, séparée de l'influence de notre mère. Je lui avais donné une chance, la seule chose que notre famille ne m'avait jamais donnée. Mais je ne m'impliquais pas. Je ne paierais pas ses factures. Je ne paierais pas sa caution. Et je ne sauverais certainement pas Denise. Ma mère m'avait appelé une étrangère, et en tant qu'étrangère, je ne lui devais rien. J'ai pris la lettre de Chloé et je me suis approché de ma cheminée. J'ai regardé les flammes transformer l'appel désespéré en cendres. J'étais libre. J'avais réussi, et j'étais enfin en paix.